Quand on parle croissance, les gens entendent modernité, progrès, innovation. On a l'impression que ça va éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités, que ça va créer un emploi de qualité, que ça va financer les services publics. On a l'impression que ça va augmenter le bien-être du pays. Le problème, c'est que dans les faits, la croissance, l'augmentation du PIB n'est plus, dans un pays comme la France, corrélée avec l'augmentation de la qualité de vie. La décroissance, c'est à la fois une décroyance et une décrue. Sur l'aspect décroyance, Serge Latouche, lui, il parlait d'une décolonisation de l'imaginaire de la croissance. Mais il y a aussi une décrue. La décrue, c'est la réduction de la production et de la consommation qui permettrait d'alléger l'empreinte écologique. C'est la stratégie du renoncement productif, de la sobriété, de la décroissance. Ce qui fait l'originalité du concept de décroissance, c'est que c'est un ralentissement maîtrisé, planifié de manière démocratique pour faire en sorte que ça soit une transition juste et une transition qui soit conviviale, c'est-à-dire une transition qui se fasse sans perte de qualité de vie. De toute manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes aujourd'hui sur la situation écologique. Ce sera soit une décroissance choisie aujourd'hui, soit un effondrement subi demain. Et c'est exactement sur cet aspect, quand on parle de planification, c'est de réfléchir en avance et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir les filets de sécurité, pour protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Et quand on imagine donc cette société post-capitaliste, eh ben, ça vient changer énormément de nos expériences quotidiennes. Imaginez par exemple, dans le métro, dans les transports, dans la rue et surtout sur Internet, eh ben, la communication commerciale aurait complètement disparu. Alors ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les publicitaires et les envoyer sur Mars. Justement, les publicitaires aujourd'hui sont des gens extrêmement créatifs qui sont en train de gâcher leurs neurones et de l'énergie pour convaincre leurs concitoyens d'acheter des 4x4 dont ils n'ont pas besoin. On libérerait énormément de neurones disponibles pour travailler sur d'autres problèmes. Donc on va voir un véritable retour de la mobilité active, une mobilité complètement diversifiée, comme on commence déjà à le voir avec des vélos cargo et tous les types de vélos qui vont avec, qui permettent d'organiser les livraisons, les pédibus pour amener les enfants à l'école. Donc là aussi, ça va radicalement changer l'urbanisme des villes. Imaginez une ville sans voiture, une ville partiellement débétonnée, pour réinviter l'un des acteurs les plus importants de nos sociétés, qui sont la biodiversité. Bien sûr, il y a des lieux, des institutions qui vont disparaître. L'existence même du centre commercial n'a aucun sens. On les construit en périphérie des villes, la seule manière d'y aller, c'est y aller en voiture. Ces centres commerciaux sont eux-mêmes des temples de la consommation, avec énormément de publicité, où l'on ne se rend que pour consommer et où tout est designé justement pour optimiser la consommation. Disparition d'autres institutions, bien sûr, si on ferme les lignes nationales d'aviation commerciale, les aéroports perdent leur utilité. Donc lorsque l'on décide de faire marche arrière, de se dire « ah bah trop bien, cet aéroport, eh ben, on va le débétonner et on va le redonner à la nature. » Transformer en un parc, un jardin partagé, une forêt, le réensauvager. Donc là, c'est une forme d'enrichissement, c'est de la reconstruction écologique. On peut aussi faire une certaine reconstruction sociale, débétonner une partie et le reste, on va transformer ça en tiers-lieu pour faire une chorale, du théâtre, des discussions pour les élections. Ça peut être pour créer une université populaire, ça peut être pour des cours de sensibilisation, des fresques du climat. Donc aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde devrait avoir la capacité, partout, surtout dans les quartiers les plus pauvres qui ont été fortement bétonnés, d'avoir un accès à la terre pour pouvoir jardiner, pour pouvoir avoir des projets. Et on va avoir besoin d'investir dans notre capacité à imaginer des alternatives, de changer l'usage de certaines infrastructures, de certains moyens financiers, de certains bâtiments, de certaines compétences pour les réallouer en fait à des activités, elles centrées sur la qualité de vie, sur la soutenabilité, sur la justice et non plus essentiellement sur la lucrativité. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que déjà sur le papier, il y a énormément d'idées, et aussi on a des décennies d'expériences concrètes un peu partout. La Nouvelle-Zélande, en 2019, se débarrasse du PIB pour introduire les budgets bien-être. Amsterdam, qui dans les années 70 ressemblait à Paris aujourd'hui avec des voitures partout, une pollution insupportable. Maintenant, vous baladez à Amsterdam, c'est tout en vélo, ça siffle, il y a des abeilles et des oiseaux, parce qu'il y a eu justement des investissements, une création de la culture du vélo, des choses qui montrent que c'est complètement possible d'avoir une ville sans presque aucune voiture. On peut regarder aussi les plus de 80 monnaies locales qu'on a en France, qui sont des véritables innovations. Les gens vous disent tous la même chose, vraiment dans toutes les cultures, tous les âges. J'aurais passé plus de temps avec mes enfants, j'aurais écouté ma passion, j'aurais peut-être joué de la trompette, je serais peut-être allé travailler là au lieu d'aller travailler dans une banque. Ce qui compte dans l'existence humaine, ce qui nous divertit, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait raisonner, c'est pas les trucs qu'on achète, c'est pas les euros que vous avez sur votre compte en banque. C'est des relations sociales, c'est une relation avec la nature, c'est des projets que vous allez entreprendre. C'est une richesse temporelle, c'est avoir le temps de faire les choses que vous voulez faire.